Bonjour et bienvenue au forum Radio J dont vous êtes l'invité Damien Abad. Bonjour. Bonjour Frédéric Azizin. Alors la tribune des généraux Roland Puccis publiée le 21 avril dans Valeurs Actuelles sème donc le trouble. Marine Le Pen la soutient, une partie de la droite aussi. Cette tribune décrit-elle une réalité, comme l'affirme Rachida Dati, ou menace-t-elle la démocratie? Puis comment, dans ce contexte, faire vivre le débat politique? Comment notamment aborder la séquence électorale à venir, les régionales de juin prochain et la présidentielle de 2022? Et puis quid aussi de la stratégie des Républicains au niveau local comme au niveau national? Doit-elle privilégier une alliance avec la majorité, comme ce sera le cas en région PACA? Doit-elle s'opposer frontalement au pouvoir? Ou doit-elle envisager des rapprochements avec le Rassemblement national et Debout la France, comme ça va être le cas en Bourgogne? Mais donc, pour commencer, Damien Abad, la crise sanitaire et les annonces d'Emmanuel Macron vendredi, est-ce que le déconfinement progressif par étapes annoncé par le président fait sens? Oui, il fait sens parce qu'il est nécessaire d'organiser ce déconfinement de manière précise, de manière méthodique et surtout de retrouver la vie normale. Mais simplement, il faut toujours et encore accélérer la vaccination. Et je pense que pour qu'on donne plus de sens encore à ce déconfinement, moi je souhaite que dès la semaine prochaine, on puisse généraliser la vaccination à tous les Français. À tous les Français depuis 18 ans ou à tous les Français? À tous les Français de plus de 18 ans, pour une raison très simple, c'est que ça se fait déjà dans certains centres de vaccination de proximité, c'est pour éviter de perdre des doses. On peut toujours avoir des publics prioritaires, mais on peut aussi l'ouvrir à l'ensemble des Français. Je pense que c'est important parce qu'on doit accélérer cette vaccination pour le déconfinement. Ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est d'ouvrir la vaccination à tous les Français qui seraient atteints de comorbidité. Ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas. Les Français qui sont atteints de comorbidité, ça doit être un public prioritaire. Mais on voit bien que les publics prioritaires ne suffisent. Aujourd'hui, il y a aussi des restes de doses et qu'il faut pouvoir les utiliser dans des centres de vaccination. Donc, au-delà de ces publics prioritaires, je pense qu'on peut les généraliser à l'ensemble des Français. Alors, il y a cette crise et puis aussi la sortie de crise. Quel modèle de croissance de sortie de crise, Damien Abad? Parce que ça va être le débat des semaines à venir. Moi, je crois que pour cette sortie de crise, il faudra surtout relancer l'activité économique, accompagner des secteurs qui sont en grande difficulté, l'aéronautique, le transport, tous les secteurs de la mobilité, bien Ce qui est entendu. déjà le cadre Oui, mais pas du plan de relance, pardon. Oui, mais on va voter un nouveau projet de loi de finances rectificative cet été. Je pense qu'il est important d'accompagner ces secteurs. Il est important aussi de faire un geste en faveur des entreprises qui ont été fermées. Je pense aux restaurateurs, aux cafetiers. Nous avons mis une proposition sur la table, la baisse de la TVA à 5,5% pour les restaurateurs, pour relancer la consommation et surtout faire en sorte qu'ils puissent reconstituer leur marge. Parce que Et la ça va TVA à être l'enjeu. 5% dans le restaurant, c'est déjà le cas. Non. La TVA à 5,5 dans les restaurants, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, on peut l'abaisser justement pour permettre aux restaurateurs de reconstituer leur marge. Enfin, je me suis trompé, c'est la baisse de la TVA a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu sous Nicolas Sarkozy, Ouais. mais on a dit que c'était un échec. Non, en fait, elle n'est pas là pour créer de l'emploi. Elle est là pour maintenir l'emploi et elle est là pour reconstituer les marges des restaurateurs. C'est pas tout à fait la même chose. C'est ça qu'on doit faire. Mais au-delà de cela, il faut aussi que le gouvernement nous dise comment on sort du quoi qu'il en coûte pour accompagner aussi nos différents secteurs et comment on sort des aides qui ont été faites jusqu'à maintenant. Donc ça va être un enjeu économique extrêmement important. Cette relance, cette création d'emplois, elle est fondamentale et le soutien à notre industrie, bien entendu, doit être la priorité. Alors, sur les réformes aussi, est-ce qu'il faut réformer? Est-ce qu'on peut encore réformer? Est-ce que le pouvoir et Emmanuel Macron peuvent encore réformer avant 2022, c'est-à-dire réforme des retraites, réforme de la dépendance, éventuellement décentralisation? Est-ce que ça doit faire partie des priorités de sortie de crise, Damien Abad? Malheureusement, je crois que ce gouvernement ne pourra plus réformer. Ouais. Il ne pourra plus réformer parce qu'il a perdu sa capacité réformatrice, parce qu'il a créé beaucoup de tensions dans notre pays, et parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce soit sur les retraites, sur la dépendance, sur la réforme de l'assurance chômage, sur la décentralisation, on a un gouvernement qui patine, qui est à l'arrêt, et qui finalement ne fait pas de choix forts. Moi, je pense que le chantier de la dépendance aurait dû être un chantier prioritaire de ce quinquennat. Il y a une urgence, on l'a constaté tous les jours dans nos EHPAD. Je pense aussi que le chantier de la décentralisation, de la France des proximités, on le voit bien, ça ne se fera pas en 2 mois ou en 1 mois, ça se fera après l'élection présidentielle, et ça sera d'ailleurs, je pense, un beau débat et un vrai débat au moment de cette élection présidentielle. Et il y a le projet de loi Gouraud quand même. Oui, mais honnêtement, on est sur des projets de loi techniques, d'ajustement, on est sur des ajustements à la marge. Ce que nous voulons, c'est créer une vraie France des territoires, donner de vraies compétences, une vraie autonomie aux collectivités territoriales. Les retraites? Les retraites, même chose. Je pense que le gouvernement n'est plus en capacité de faire la réforme des retraites. D'abord parce qu'il l'a présenté une fois, il a dû reculer. Il a échoué sur ce sujet parce que sa majorité, elle est fracturée également là-dessus. Donc je pense que sur les retraites, le gouvernement n'est plus en capacité de réformer. Nous allons perdre beaucoup de temps. Mais là aussi, il faudra le faire une fois que nous serons en responsabilité. Alors on en vient à cette tribune des généraux qui dénoncent, on va les citer, on va citer cette tribune, le délitement qui frappe selon le pays et se disent ces généraux et ces militaires disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation du fait d'un certain
antiracisme, et je cite les mots présents dans cette tribune, de l'islamisme et des hordes de banlieue. Qu'est-ce que vous pensez de cette tribune? Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas, Damien Abad? Moi, je considère que quand on est de droite, on est attaché aux valeurs qu'incarne l'armée. Et dans ces valeurs qu'incarne l'armée, il y a bien sûr l'autorité, mais il y a aussi le devoir de réserve. Et que je pense qu'il ne faut pas oublier cela. Et que même s'il y a des choses et des constats que nous pouvons partager dans cette tribune, même s'il y a des généralités qui existent et qui sont une réalité en France, ce qui me gêne, au-delà de la tribune, c'est surtout l'appel et la récupération politique que fait Mme Le Pen de cette tribune. Elle fait clairement une récupération politique en appelant au putsch 60 ans après, comme si elle était nostalgique, comme si elle voulait renouer avec son père, en appelant au putsch et en appelant à la sédition. Vous dites, Mme Marine Le Pen appelle au putsch? Moi, je considère aujourd'hui, en tout cas, que dans l'appel et la récupération politique que fait Mme Le Pen aujourd'hui, elle n'incarne pas une présidence de la paix civile, elle incarne une présidence qui entretient et alimente un climat de guerre civile. Voilà la réalité. Et cette réalité-là, je ne peux pas l'accepter. Et je pense que quand on est de droite, on doit affirmer nos convictions et ne pas courir après le Rassemblement national. Ça veut dire, Damien Abad, que les sanctions qui ont été annoncées par le chef d'état-major Lecointre, ça va dans le bon sens. Je ne crois pas qu'on règle cette question à partir de sanctions. Il y a des mais sanctions... c'est la règle de l'armée aussi, ça. Mais c'est la règle de l'armée. Mais ce que je dis aussi, c'est que ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une fracture dans la société française aujourd'hui. Ça montre aujourd'hui qu'il y a une colère. Ça montre qu'il y a des tensions. Ça montre que le pouvoir en place ne répond pas à cette fracture-là. Au contraire, il l'a accentuée. Donc le constat, encore une fois, moi je ne jette pas l'opprobre sur les militaires. Je jette l'opprobre sur Mme Le Pen qui fait une récupération politique d'une fracture de la société française. Comme toujours, le Rassemblement national, il vit des problèmes des Français, mais il ne résout pas ces problèmes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'ailleurs de cet axe? Donc vous parlez de soutien de Marine Le Pen, il y a aussi celui de Nicolas Dupont-Aignan, de Philippe de Villiers et d'autres. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que vous vous inquiétez de cet axe entre l'extrême droite et ses militaires factieux? Je considère que, de toute façon, cette tribune alimente finalement cet axe-là. Et en tout cas, en rien, elle peut nous aider à reconquérir le pouvoir. Moi, je le dis très clairement. Je pense que la droite doit être claire sur ces sujets. Et je pense qu'il n'y a pas d'avenir à droite avec l'extrême droite. Il n'y a pas d'avenir à droite avec une alliance des extrêmes. Je ne crois pas à l'alliance des droites. Je pense même qu'elle serait mortifère. Madame Le Pen, elle veut faire une OPA sur la droite. Nous devons l'empêcher de faire cela. D'ailleurs, comme M. Macron, on voit bien que les deux ont un même objectif, c'est faire une OPA sur la droite. Nous devons être nous-mêmes et incarner nos convictions. Et donc, voilà, je pense aujourd'hui que la droite doit mettre clairement la digue avec le Rassemblement national. Et quand Rachida Dati considère que cette tribune décrit une réalité, est-ce que je ne joue pas aussi quelque part avec le feu, Rachida Dati? Non, mais sur la réalité, c'est vrai. Rachida Dati, elle est aussi une élue de Paris. Elle voit aussi la réalité sur le terrain. Elle constate ce qui se passe aussi dans nos banlieues. Donc, il ne s'agit pas de nier cette réalité. Cette réalité, elle existe. Il y a une fracturation de la société. Il y a un climat très tendu. Il y a aussi une montée d'islamisme radical qui est extrêmement importante dans notre pays. Donc, encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est la récupération politique qui est faite. Alors, cette tribune, ce risque de guerre civile dont il est fait état dans ces tribunes, eh bien, ça avait déjà été évoqué. C'était en août dernier, vous savez par qui? Non. Par votre vice-président, le vice-président de votre parti, Gilles Plattray. Gilles Plattray qui s'allie avec Debout la France, allié de Marine Le Pen en 2017, au régional en Bourgogne-Franche-Comté. Gilles Plattray qui est le candidat de LR. Est-ce que c'est un bon choix, Damien Abad? Alors d'abord, c'est un peu plus compliqué que ça parce que finalement, ce n'est pas une alliance en tant que telle, c'est une discussion qu'il y a eu avec des gens qui au départ étaient de Debout la France, qui finalement, d'après ce que Gilles Plattray m'a dit, ne seront pas sur la liste en tant que telle. Donc moi, je fais confiance à Gilles Plattray pour trouver les conditions d'un accord qui ne nous handicape pas au niveau national. Mais je le dis très clairement, je ne veux pas d'accord politique national entre Debout la France et les Républicains. National ou local? National, mais y compris avec des conséquences locales, parce qu'il faut regarder la réalité en chose, pour une raison très simple. C'est que je rappelle que M. Dupont-Aignan devait être le Premier ministre de Mme Le Pen. Et que donc on ne peut pas s'allier avec un parti politique dans lequel le président de ce parti voulait être le Premier ministre de Mme Le Pen. Là aussi, il faut une clarté absolue. Et de toute façon, M. Dupont-Aignan n'a jamais fait de cadeau à la droite. Lui aussi, il est dans l'OPA de la droite. Et donc, c'est à nous, là aussi, d'incarner. Mais sur cette question-là, je fais confiance à Gilles Plattray, aux élus locaux, pour faire gagner tout simplement la région Bourgogne-Franche-Comté. On verra ce qui se passera en Bourgogne-Franche-Comté, mais en tout cas, le fait politique important du week-end, Damien Abad, vous savez ce que c'est?
hein. C'est l'annonce par Jean Castex et dans le JDD de ce dimanche du retrait de la liste macroniste en PACA au profit de Renaud Muselier et donc de la liste LR, avec à la clé la présence de membres de la majorité présidentielle, y compris de la secrétaire d'État Sophie Cluzel, qui devait être chef de file de LREM en PACA, donc sur les listes Muselier. Est-ce que vous applaudissez cette union entre élus de votre parti et élus de l'AREM visant à faire barrage au RN Thierry Bariani, puisque c'est ça l'objectif, ou est-ce que vous considérez, comme Gilles Jacob, qu'il faut retirer l'investiture à Renaud Muselier? Je ne crois pas à la droite du grand écart. C'est-à-dire? Je considère aujourd'hui que la droite, elle doit porter ses couleurs, ses valeurs, ses convictions propres au premier tour. Pas de front républicain dès le premier tour, pas d'alliance de circonstances ou contre nature au premier tour, mais simplement porter nos couleurs et nos convictions. Donc je le dis très clairement, cette droite du grand écart, qui est incarnée finalement par cette alliance, je ne la cautionne pas. Par cette alliance, on peut dire des choses, hein, de Renaud Muselier. De Renaud Muselier. Attendez, sur cette région PACA, je pense qu'on peut gagner sur nos couleurs. Et je pense aussi que la République En Marche n'était pas en capacité de faire une liste. Et moi, ma crainte, c'est que ces accords-là, qui sont des accords de circonstances, ma crainte au final, eh bien, c'est que finalement, on offre sur un plateau la région PACA au Rassemblement national. Vous croyez que c'est ça qui peut conduire à la victoire de Thierry Bariani et pas l'inverse? Je pense que malheureusement, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, les électeurs se sentent déboussolés. Et ce dont nous avons besoin, c'est une droite qui assume ses convictions. Je rappelle quand même que cette région, elle est détenue par la droite. Et donc, ce n'est pas à nous d'aller faire le coucou sur le nid des autres, puisque la réalité, c'est que c'est nous qui détenons la région. Et d'ailleurs, Renaud Muselier est un très bon président de région. Donc, ce que je dis simplement aujourd'hui, c'est que nous devons porter nos couleurs, pas d'alliance de premier tour, et surtout, nous devons rassembler pour empêcher que le Rassemblement national gagne cette région. Pas d'alliance de premier tour, ça veut dire qu'il peut y avoir des alliances de deuxième tour? Ça veut dire qu'au premier tour, on part sur nos couleurs et sur nos valeurs. Ensuite, on regarde ce qui se passe au deuxième tour. Soit au deuxième tour, le Rassemblement national peut l'emporter, ou nous. Ça ne se jouera pas à 50 listes. Alors, donc c'est éventuellement d'alliance ou des alliances au deuxième tour, mais je repose la question que vous avez posée préalablement. Christian Jacob, il souhaite que l'investiture soit retirée à Renaud Muselier. Et vous? Oui, je crois que Christian Jacob a raison. Raison de quoi? Préciser les choses. Je crois que si cette alliance se confirme entre La République En Marche et une partie des élus de droite de notre famille en région PACA, alors oui, Christian Jacob a raison de vouloir retirer l'investiture à Renaud Muselier des Républicains. Pas de confusion, pas de collusion. Nous devons porter sur les couleurs, nous devons incarner une alternative au président de la République, et ce n'est pas en se confondant avec lui et avec ses troupes qu'on incarnera une alternative au président de la République. On poursuit sur la région PACA. Cet accord entre Renaud Muselier et l'AREM, il est encouragé par deux personnalités fortes de LR en PACA, Christian Estrosi et Hubert Falco. Il est rejeté par d'autres, dont Éric Ciotti, le député du Vaucluse Julien Aubert ou le maire de Cannes David Lisnard. Vous êtes plutôt donc Ciotti qu'Estrosi? Moi, je pense qu'Éric Ciotti a raison sur un point, c'est qu'il faut défendre nos couleurs, c'est qu'il faut porter notre propre drapeau. Qu'est-ce qui restera de la droite si demain la droite se confond soit dans La République En Marche, soit dans le Rassemblement national? Mais vous mettez un signe égal entre les deux? Non, je ne mets pas un signe égal, et vous le savez, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous sommes quand même majoritaires. Dans la plupart des régions de France, nous sommes premiers, nous sommes majoritaires. Pourquoi aller s'allier au premier tour avec d'autres, alors que sous nos propres couleurs, nous pouvons gagner? Parce que peut-être que Renaud Muselier, il se dit, c'est la seule manière de garder la région. Eh bien, je pense qu'il se trompe. Nous en avons déjà fait les frais à Lyon, nous en avons fait les frais à Bordeaux, et je crains malheureusement qu'on en fasse encore les frais en région PACA. En tout cas, cet accord, il ressemble quelque part à un séisme politique. Vous le constatez aussi ou pas? En tout cas, cet accord, il doit tous nous inviter d'abord à regarder les choses en face et à regarder la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. La droite, si elle veut incarner une alternative à l'élection présidentielle, ce que je souhaite profondément, elle doit défendre ses propres idées. Et que si, pendant cette élection régionale, on crée la confusion, on crée la collision, alors forcément, ça hypothèque nos chances à l'élection présidentielle. Ça hypothèque vos chances à la présidentielle? Ça hypothèque une partie de nos chances. Cet accord, alors Bien sûr que cet accord, il a un impact national. Ça serait mentir à notre électorat et à nous-mêmes si on disait que cet accord est simplement un accord de région qui n'a aucun impact. C'est pour ça que moi, je souhaite cette clarification. Et c'est pour ça que je soutiendrai Christian Jacob si mardi, il fait une proposition de clarification telle qu'il... De clarification, ça veut dire on enlève l'investiture à Renaud Muselier. Est-ce que ça peut aller jusqu'à son exclusion de LR? Non, mais on ne va pas revivre les... Non, mais est-ce que... Je ne souhaite pas ça.
Parce que mais d'autres vont le demander, sans doute. moi, je ne crois pas à un système des exclusions. Mmh. Vous savez, on a déjà vécu ça au moment des constructifs, on en a vu le résultat, on en a porté ensuite le fardeau pendant longtemps. Non, la réalité aujourd'hui, c'est que nos électeurs, ils ont besoin de clarté, ils ont besoin de comprendre que l'offre politique de la droite, elle ne peut se fondre avec la République en marche. Pourquoi ? Vous avez parlé tout à l'heure de la question de la dépendance, la question des retraites, des questions économiques, les questions d'autorité. On a des différences, on a des divergences. Si on veut incarner une alternative, alors on ne se fond pas avec eux dès le premier tour. Mais alors, ce qu'on voit aussi, Damien Abad, c'est que ce qui se passe en PACA, ça peut faire tache d'huile, notamment dans d'autres régions, en région centre, en région Aquitaine ou de Grand Est. C'est un risque ? Je ne crois pas. Nicolas Forici en région centre, Nicolas Florian en région Aquitaine ou Jean Rotner en région Est partiront sur leur propre couleur, feront un rassemblement de la droite, du centre, mais aussi des personnes de la société civile, parce qu'il faut fédérer quand on est à la tête d'une région. Dans ma propre région, Laurent Wauquiez partira sur nos couleurs de la droite et du centre aussi. Donc je ne crois pas que ça fasse des petits. C'est pour ça qu'il faut clarifier cette situation en PACA, parce qu'il y a aussi d'autres candidats à d'autres régions de France, et puis il y a aussi des candidats dans tous les départements de France. Ouais. Et là aussi, eux, ils ont besoin de cette clarté-là, ils ont besoin de parler vrai à leur électorat. Et puis je note aussi que dans la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand défend ses propres couleurs, et il a bien raison. C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que ça complique pas les choses pour Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ? Non, je ne crois pas, parce que, vous savez, à celles et ceux qui ont reproché parfois à Xavier Bertrand soit une hésitation, ou en tout cas une fragilité, ils vont voir à travers ces élections régionales qui est fébrile et qui est solide. Ça sera une épreuve de vérité. Certains font preuve aujourd'hui de fébrilité. Moi, je pense que Xavier Bertrand fera preuve de solidité dans cette élection régionale. Et cette solidité-là, on en aura besoin ensuite pour incarner une alternance à l'élection présidentielle. Et on revient sur ce qui se passe depuis ce week-end en PACA. Est-ce que ça ne veut pas dire que les régionales sont plus compliquées, vont être plus compliquées que prévu pour la droite et pour LR ? De toute façon, on est dans un contexte particulier, avec une abstention qui risque d'être forte. Oui, on parle de participation de pas plus de 20%. Hein. J'espère que ce sera quand même un peu plus. Mais même si on est à 30 ou 40, ça restera faible et en dessous de la moyenne que l'on a connue lors de ces élections. Donc on a ce contexte de participation qui sera faible. On a un contexte de crise sanitaire qui complique les choses. Après, moi je dis aujourd'hui à nos troupes à droite, ne faites pas preuve de fébrilité. On est quand même en position de force dans ces élections. On est quand même majoritaire dans beaucoup de régions. Vous étiez en position de force. Est-ce que vous l'êtes toujours ? Mais on l'est toujours. On détient quand même une dizaine de régions. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que ne faut pas qu'on fasse preuve de fragilité. Moi, je vais vous faire une confidence. Je suis certain d'une chose, c'est que Mme Cluzel et La République En Marche, ils n'auraient dans tous les cas pas fait de liste en région PACA, parce qu'ils n'en sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de troupes pour faire une liste. Et donc ça veut dire que René Mosielli est tombé sur la tête ? Non, mais ça veut dire que simplement, soyons solides, forts, et je pense qu'évitons les attitudes en trompe-l'œil. La réalité aujourd'hui, c'est que La République En Marche, elle est fragile, elle est faible dans les territoires, elle n'existe quasiment pas. Donc nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, elle est très fragile, par exemple. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que ne nous faisons pas nous-mêmes harakiri, ne nous tirons pas nous-mêmes des balles dans le pied. Voilà, parlons à nos électeurs et montrons qu'on peut avoir une droite moderne, audacieuse, qui a envie de parler à tous les Français, de fédérer et de rassembler. Et puis dans ce contexte, il y a une déclaration qui a fait beaucoup parler, Damien Abad. C'est ces affirmations d'Éric Ciotti à Valeurs Actuelles. Je le cite, la différence entre le RN et nous, c'est la capacité à gouverner. C'est-à-dire que tout le reste, non, mais c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Non. Franchement, je connais personnellement Éric Ciotti. Je peux vous dire que c'est un républicain convaincu. Pourquoi c'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale très solide et qu'on ne peut pas l'accuser de vouloir faire des compromissions avec le Rassemblement national. C'est une phrase qui était sortie de son contexte. Ce que je dis simplement aujourd'hui, c'est que autant Éric Ciotti a des convictions fortes que je partage dans la lutte contre l'islamisme radical, autant lui comme moi, nous partageons une même idée de dire pas d'alliance et une digue absolue contre le Rassemblement national. Parce que, au-delà de la stratégie du gouvernement, il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont, c'est que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Moi, je ne partage pas les mêmes valeurs du Rassemblement national, parce que derrière le vernis de Mme Le Pen, il y a aussi des activistes, tous les jours, qui nous font le coup du putsch des généraux, par exemple, qui confondent bien souvent le musulman de l'islamiste. C'est ça la réalité du terrain du Rassemblement national. Et c'est cette réalité-là que je ne casse pas, nous n'avons pas le même terreau de valeurs avec le Rassemblement national. Et donc, vous nous dites, j'entends bien ce que vous dites, hein, les digues ne doivent pas s'ouvrir entre RN, l'extrême droite, et certains cadres dirigeants de votre parti. C'est pas possible. Non.
Pour nous, c'est inacceptable, c'est intolérable. Et vous savez, je suis à la tête d'un groupe de 105 députés. En face, nous avons 4 ou 5 ou 6 députés du Rassemblement national. Donc, on n'a aucun intérêt à faire ça. Nous n'avons pas le même système de valeurs, nous n'avons pas les mêmes convictions. Le Rassemblement national, parfois, ressemble un peu plus à un programme de gauche sur le plan économique, sur le plan des valeurs aussi, de l'autorité, sur la confusion qu'ils font dans la communauté musulmane. Bref, nous avons énormément de différences avec eux. Donc, les digues, elles sont infranchissables. Et pour nous, en tout cas moi, jamais, jamais il n'y aura d'accord, ni de près, ni de loin, avec le Rassemblement national. Et alors, dans ce contexte, est-ce qu'il faut faire, comme vous le faites depuis l'attentat de Rambouillet, de la sécurité du régalien le centre de votre combat, le cœur de votre combat anti-Macron? Oui, parce que je pense aussi que le Rassemblement national ne doit pas avoir le monopole de la sécurité. Mmh. C'est le meilleur moyen, sinon, de leur offrir l'élection présidentielle sur un plateau. Moi, je pense aujourd'hui que les Français, ce qu'ils attendent de nous, ce sont des actes concrets. Sur Rambouillet, sur le terrorisme, par exemple, on a fait une proposition concrète avec Guillaume Larrivé et avec d'autres députés, les Républicains. Nous proposons de créer un tribunal de sûreté nationale pour mettre en place une rétention judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est qu'on a aujourd'hui 500 détenus djihadistes qui, quand ils vont sortir de prison, seront libres. Je ne veux pas cette liberté-là. Il faut des peines de sûreté, il faut de la rétention, mais de la rétention judiciaire. C'est pour ça qu'il faut créer ce tribunal. Ça, c'est une proposition concrète que le gouvernement, s'il voulait vraiment agir dans la lutte contre l'islamisme radical, le ferait. Malheureusement, il ne le fait pas. Vous savez, lors de la loi sur le séparatisme, j'avais dit cette chose-là. Après cette loi, malheureusement, on ne pourra pas dire que face à l'islamisme radical, nous avons tout essayé. Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire plus. Non, mais est-ce que ça veut dire que tout doit se faire par la loi? Non, mais une partie doit se faire par la loi et peut-être même par le changement de la Constitution, Mmh. pour aller plus loin. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, et c'est normal, c'est son droit, a censuré la pénalisation de la consultation des sites djihadistes. Mais tant qu'on sera bloqué comme cela, on ne pourra pas agir avec force et avec courage dans la lutte contre l'islamisme radical. Et donc oui, il faut aller beaucoup plus loin que cette loi qui a été proposée par le gouvernement. Justement, il y a d'autres propositions, notamment celle de Xavier Bertrand, qui propose une peine de prison automatique. Et là, c'est pas du terrorisme, mais c'est le régalien et c'est la sécurité pour les agresseurs de policiers. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous approuvez ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable? Oui, moi je l'approuve. Je pense qu'on peut avoir une peine automatique lorsqu'on s'en prend aux forces de l'ordre, aux policiers, mais aussi, je pense, aux gendarmes, aux pompiers, aux militaires. On doit avoir ces peines minimales. C'est très important qu'il n'y ait pas un sentiment d'impunité que l'on crée en France. Donc oui, moi je suis favorable à ces peines minimales, mais comme l'a dit Xavier Bertrand, après qu'il y ait un procès équitable. Si une personne, à la fin de ce procès, elle est acquittée, il n'y aura pas de peine minimale. Si par contre elle n'est pas acquittée, et il faut pouvoir reconnaître peine minimale. Et puis surtout, il faut aller plus loin sur les attroupements, parce que la difficulté que nous avons, c'est que lorsqu'il y a un groupe qui attaque et qui commet des faits de violence, par exemple, sur une voiture de policier, c'est très difficile d'identifier ces personnes. Et donc, il faut réfléchir comment, le fait d'être attroupé dans un groupe et participer à ce climat de violence contre des policiers, je rappelle qu'on a voulu brûler des policiers quand même, eh bien... Donc là, vous faites référence à Viry-Châtillon. Hein. Exactement. Alors, autre proposition, là, ça concerne le terrorisme, et c'est une proposition de Guillaume Pelletier. Est-ce qu'il faut placer les personnes fichées S, toutes les personnes fichier S en rétention? Ça dépend combien on en identifie, parce que dans les fichiers en question, la vérité... Jusqu'à des milliers. Moi, je ne suis pas favorable à un Guantanamo à la française. Je pense que ça, c'est des choses qui ne seront pas possibles et réalisables. Mais là où Guillaume Pelletier a raison, c'est qu'on ne peut pas rester dans le statu quo et dans l'inaction permanente. Et donc, moi, je crois vraiment qu'il faut travailler à cette question des sorties de prison pour les djihadistes. Je pense que là, il y a un manquement dans la chaîne pénale, il y a un manquement dans la chaîne judiciaire et qu'il nous faut agir là-dessus. La menace terroriste doit-elle imposer une concorde nationale ou au contraire devenir un nouvel axe de campagne anti-Macron? Non, mais moi, je ne suis pas dans une campagne anti-Macron. Notre objectif, c'est de parler de nous, c'est pas de parler des autres. Et je le dis aussi très clairement, bien sûr qu'il faut de la concorde nationale, mais la concorde nationale, ce n'est pas se taire. La concorde nationale, ce n'est pas mettre la poussière sous le tapis. La concorde nationale, ce n'est pas ne rien dire, ne pas s'exprimer, bien au contraire. Nous avons fait des propositions. Nous avons présenté un projet de loi, un contre-projet de loi sur le séparatisme à l'Assemblée nationale, avec une 50aine de propositions. D'ailleurs, certaines ont été reprises. Certaines, le délit d'entrave pour les enseignants, a été reprise par la majorité, et c'est tant mieux. Donc ce que nous disons, c'est que le « en même temps » en matière de sécurité, il n'est pas possible. Aujourd'hui, on n'est plus dans la période du « en même temps ». On n'est pas dans des eaux calmes, on est dans des eaux troubles. Et que donc, dans un temps trouble, il faut agir avec force, avec courage, et pas dans le même temps. Et c'est ça que nous disons au gouvernement aujourd'hui.
Donc toujours projet de loi. Est-ce que vous voterez en faveur du projet de loi Darmanin relatif à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement? Certainement, mais honnêtement, c'est un projet de loi d'ajustement technique. Ouais. C'est un projet de loi qui a été fait en Mais lien ça va avec dans le bon sens ou pas? Oui, ça a été fait avec la cellule du renseignement, mais ce sont des ajustements techniques. Vous voyez, par exemple, dans ce projet de loi, moi j'aimerais qu'il y ait notre proposition sur la rétention judiciaire. Vous allez pouvoir la proposer dans le cas d'un Bien amendement. sûr, nous allons déposer avec Guillaume Larrivé et d'autres députés de notre groupe un amendement et nous verrons si le gouvernement prend ses responsabilités ou pas. Alors, dans un an, Damien Abad, la présidentielle, si Christian Jacob n'est pas favorable aux primaires, Bruno Retailleau, votre homologue à la présidence du groupe des sénateurs LR, il est toujours favorable. Est-ce que l'entrée en campagne de Xavier Bertrand que vous soutenez sonne le glas de la primaire à droite? Vous le savez, je ne crois pas à la primaire. Pourquoi? Je n'y crois pas parce que je pense qu'elle arrivera trop tardivement, parce que je pense qu'elle va accentuer nos divisions et nos fractures, et parce que je pense qu'elle ne nous permettra pas de créer une dynamique favorable en faveur d'un candidat. Mais je respecte les positions de chacune et de chacun. Moi, vous le savez, j'ai joué carte sur table, j'étais sincère, franc, j'ai dit que j'avais une affinité pour Xavier Bertrand. Vous l'avez toujours? Bien sûr. Vous le soutenez? Bien sûr. Vous souhaitez qu'il soit candidat? Bien sûr. Parce que je pense qu'il peut incarner une alternance crédible à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'il d'abord, il incarne cette droite des territoires. Là où le président de la République a fracturé les territoires, Xavier Bertrand peut les réconcilier. Ensuite, parce que vous avez vu, il a fait des propositions fortes sur l'autorité, fortes mais crédibles. Nous ne sommes pas dans la démagogie populiste du Rassemblement national. Et puis, parce que aussi, il connaît les Français. Et je pense que, vous savez, le président de la République, c'est aimer la France, mais c'est aussi aimer les Français et aimer les gens. Et je pense que c'est la grande force de Xavier Bertrand. Après, nous verrons ce qu'il en est à l'automne. Moi, je dis simplement qu'il va falloir, à un moment donné, créer une équipe de France et penser un peu à droite à jouer collectif. Vous avez vu, on a évoqué tout à l'heure la situation en PACA et ailleurs. La vérité, c'est quoi? C'est que le match, il va être difficile. Ce que je sais, c'est que si matin, midi et soir... Le match à l'intérieur de LR ou les deux. au niveau de la présidentielle? Mais les deux. Ce que je sais simplement, c'est que si matin, midi et soir, on passe son temps à critiquer l'autre, on n'y arrivera pas. Et qu'à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Si ça se confirme que Xavier Bertrand est le mieux placé pour défendre les couleurs de notre famille politique, alors il faudra qu'on puisse porter cette ambition collective. Si ça se confirme, ça veut dire que c'est les sondages qui désigneront le candidat. Seulement, c'est les sondages, c'est aussi l'incarnation, c'est aussi les marqueurs de différenciation avec Emmanuel Macron, c'est aussi le soutien des élus locaux, c'est le soutien des parlementaires. C'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est quel jeu joue Nicolas Sarkozy. Mais je crois que d'abord, Nicolas Sarkozy, il est aujourd'hui en retrait de la vie politique française. Il nous dit une chose simple, et il a raison. Nicolas Sarkozy, comme nous, il ne croit pas à une candidature de témoignage. Lui, il a toujours été fidèle à sa famille politique, et notre objectif commun, ça doit être d'avoir une candidature de droite pour gagner, pas pour témoigner. Et donc, l'objectif, c'est d'être dans le match, de bousculer ce duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et je pense que c'est possible, à condition de ne pas se tirer une balle dans les pieds tous les matins et d'agir collectivement. Est-ce que c'est juste que, là vous dites, il veut pas une candidature de témoignage, Nicolas Sarkozy, s'il considère que ça serait une candidature de témoignage, il pourrait appeler à voter Emmanuel Macron? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de l'ancien président de la République. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il n'a jamais trahi ses convictions, il n'a jamais trahi sa famille politique, qu'à chaque fois qu'on le sollicite, la porte elle est ouverte, que ses conseils sont toujours précieux et que c'est un atout pour la droite toujours aujourd'hui. Est-ce que vous dites, comme Marine Le Pen, que l'élection d'Emmanuel Macron en 2022 conduirait au chaos? Non. Je dis que l'élection d'un président de la République de droite permettrait à la France de s'en sortir beaucoup mieux qu'aujourd'hui, de davantage rayonner et d'avoir de meilleurs résultats sur le plan de la sécurité et sur le plan économique, j'en suis convaincu. Mais moi, je ne construis pas une candidature contre, je construis une candidature pour. C'est la grande différence avec Mme Le Pen. Et Guillaume Pelletier, il dit, en cas de second tour Macron-Le Pen, je voterai blanc. Moi, je l'ai toujours dit. Voilà, il n'y a pas. Qu'est-ce que vous avez toujours dit? Non, mais et en plus, je l'ai fait. Non, mais qu'est-ce que vous avez toujours dit? J'ai déjà voté Emmanuel Macron la dernière fois. Et vous pourriez encore le voter? Oui, mais Frédéric Aziza, si on présente un candidat à l'élection de notre famille politique, c'est pas pour se retrouver avec Macron-Le Pen deuxième tour. C'est pour faire en sorte qu'on puisse poser le soir du premier tour la question à Emmanuel Macron, est-ce que oui ou non, vous soutiendrez le candidat de droite au deuxième tour? Si ce n'est pas le cas, vous voterez Macron. Oui, mais si c'est le cas, il faudra aussi qu'il le dise. Oui, bien sûr, mais si ce n'est pas le cas, vous? Si c'est le cas, mais bien sûr, je l'ai toujours dit. Vous voterez Macron? Bien entendu, et sans l'ombre d'un doute. Parce que vous ne prononcez pas le nom. Sans l'ombre d'un doute, quoi? Mais sans l'ombre d'un doute, bien sûr qu'au deuxième tour, je voterai pour le président de la République. Mais je le dis aussi, cette question, et c'est pour ça qu'elle, c'est pas qu'elle m'agace, mais cette question, on la pose qu'à nous. Non, là, on la pose jamais au président de la République.
Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on nous pose cette question, Hmm. qu'est-ce qui se passe derrière? Les gens nous disent, oui, mais si c'est pour soutenir Macron au deuxième tour, à quoi ça sert vous présenter un candidat au premier tour? Hmm. Comprenez? Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette question, il faut tout faire pour pas qu'on puisse se la poser et être dans le match de l'élection présidentielle. Alors, dans l'actualité, ça sera le dernier thème évoqué dans cette émission d'Amir Abad. Il y a aussi les suites de l'affaire Sarah Halimi qui continue à faire des remous, suite, comme vous le savez, et comme le savent nos auditeurs, à la décision de la Cour de cassation qui a entériné, c'était le 14 avril, les responsabilités pénales de son meurtrier sous l'emprise d'une bouffée délirante au moment de son crime antisémite lié à la consommation de cannabis. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire? Qu'est-ce que dit cette affaire Halimi de l'État de la France et qu'est-ce qu'il dit aussi de l'État de la justice? Cette affaire est abominable, scandaleuse et je trouve inacceptable. Elle dit aussi que l'antisémitisme en France est toujours une réalité. Et elle dit aussi la souffrance et les souffrances que doivent subir au quotidien la communauté juive et qui sont totalement intolérables. Elle dit aussi que là-dessus, je pense que la Cour de la cassation et la justice ont fait une interprétation qui est la leur. Mais je souhaite... Qui, on le précise, est une interprétation a priori, qui est une interprétation juridique, a priori. Ce que je propose, en tant que législateur et président du groupe, là où nous avons travaillé une proposition de loi, nous avons déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour dire une chose très simple. C'est que quand on consomme de la drogue, on le fait volontairement. Et quand volontairement, du coup, on crée un défaut de discernement, on n'est pas irresponsable pénalement. C'est pas la même chose d'être un fou, et que là, le fou est irresponsable pénalement, que de devenir fou parce que volontairement, on a consommé de la drogue. Là, on doit sanctionner. Donc cette proposition de loi, elle a été déposée, elle sera soutenue par la quasi-totalité des députés de notre groupe, et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse l'adopter avant la fin du quinquennat. Parce que ce qu'a annoncé Emmanuel Macron et ce qu'a annoncé Éric Dupond-Moretti, c'est qu'un projet de loi qui ira dans ce sens sera proposé par le gouvernement. Nous l'avons mis sur la table. Si le gouvernement propose, nous soutiendrons, nous la porterons. Mais si le gouvernement ne la retient pas, cette proposition sera débattue dans le cadre de notre niche parlementaire. Sur l'antisémitisme, on a connu l'antisémitisme d'extrême droite. On connaît aujourd'hui aux côtés de cet antisémitisme d'extrême droite, un antisémitisme des quartiers d'une jeunesse obnubilée par la haine d'Israël. Comment on en est arrivé là? Oui, moi je trouve... Comment on en est arrivé là? C'est terrible. D'abord, je pense que le conflit israélo-palestinien a eu des répercussions en France, des répercussions nauséabondes. Et je pense aujourd'hui qu'on n'a pas non plus suffisamment... L'éducation n'a pas suffisamment joué son rôle pour expliquer, par exemple, ce qu'est l'histoire de la Shoah. Vous savez, moi, je suis dans un département, le département de la Maison des enfants d'Isieux, des enfants juifs. C'est l'Ain. Exactement, du département de l'Ain. Donc, on sait ce que c'est, que cette souffrance qu'a connue, cette atrocité qu'a connue la communauté juive. Et donc, moi, je n'accepte aucun acte antisémite, aussi petit soit-il, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petit acte en matière d'antisémitisme. Et donc, il faut faire preuve, et je le vois dans certains quartiers, et en Seine-Saint-Denis, il y a cette montée-là, qui est inacceptable. Donc oui, il nous faut mettre tous les moyens là-dessus, accompagner. Je pense qu'il y a un travail éducatif qui est très important à faire, ça se joue dès le début, ça se joue quasiment dès l'enfance, j'ai envie de dire, pour apprendre tout simplement à vivre ensemble et sortir de ces haines qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui en France. Merci Damien Abad d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.